Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la présentation des méthodes de consolidation, je vais vous présenter le cas de l'intégration globale. Tout d'abord, replaçons ce retraitement dans le processus de consolidation. Je vous rappelle que le processus de consolidation, c'est un ensemble d'étapes qui sont bien définies avec un ordre bien défini. Donc je rappelle les différentes étapes du processus de consolidation. Nous avons d'abord définition du périmètre, puis les retraitements d'homogénéisation, le cumul des comptes, l'élimination des comptes réciproques, l'élimination des résultats internes, le partage des capitaux propres et l'établissement des états financiers. Alors là, ici, nous sommes où? En fait, nous sommes ici. Nous sommes en fait au niveau du partage des capitaux propres et de l'établissement des états financiers. Donc nous sommes finalement à la fin du processus de consolidation. Et donc c'est une étape importante car suite à cette étape, nous allons avoir à la fin le bilan consolidé. Donc c'est l'objectif ultime de la consolidation. Mais alors pourquoi je vous parle de cette étape, donc j'insiste bien ici, alors que si vous regardez le plan du cours, en fait nous sommes là. Nous sommes juste après la définition du périmètre du groupe. Tout simplement, je considère que avant d'aborder tous les retraitements assez techniques de la consolidation, il est fondamental d'avoir une vision de ce que l'on va voir à la fin. Pourquoi on fait une consolidation? On fait une consolidation pour agréger des bilans. Il va y avoir plein de retraitements, mais quel est le produit final? Et comme le produit final, il existe plusieurs méthodes pour arriver au niveau du produit final. Je vous rappelle, il y a 3 méthodes, hein, l'intégration globale, l'intégration proportionnelle, la mise en équivalence. J'ai envie finalement que vous voyez finalement le produit final. Donc voilà pourquoi, même si c'est une étape finale dans le processus de consolidation, je la place ici, juste après le périmètre du groupe et avant d'aborder les étapes techniques du processus de consolidation. En fait, je vais supposer ici que toutes les sociétés parlent la même langue, c'est-à-dire appliquent les mêmes règles et méthodes en comptabilité et en fiscalité, qu'il n'y a aucune opération réciproque entre les sociétés à l'intérieur du groupe. Donc c'est une vision très simpliste, mais ça va nous permettre de visualiser les états financiers consolidés. Toujours en préambule, un petit rappel sur comment on détermine simplement la valeur d'une entreprise. C'est du b.a.-ba, mais je me suis rendu compte parfois que ce n'était pas si clair que ça. Alors ici, quelle est la valeur de cette entreprise? C'est tout simple. La valeur d'une entreprise, c'est son actif moins les dettes. Donc, c'est quoi le total actif? 80. Moins le montant des dettes, 35. 80 moins 35 égale 45. Première possibilité. Deuxième possibilité, la valeur d'une entreprise, c'est quoi? Le montant de ses capitaux propres. Quel est le montant des capitaux propres? Capital social, réserve, résultat. Donc ça nous fait 30 plus 10 plus 5 égale 45. Donc voilà les deux façons pour déterminer très rapidement la valeur d'une entreprise sans aucun retraitement. Méthode hyper classique. Alors, quelles sont les différentes méthodes de consolidation selon les référentiels comptables choisis? Alors, quand nous sommes en contrôle exclusif, la méthode de concession retenue sera l'intégration globale, que je sois en norme française ou en norme IFRS. Quand nous serons en influence notable, la méthode de concession retenue sera la mise en équivalence, quel que soit le référentiel. Par contre, il y aura une différence entre le référentiel français et le référentiel IFRS lorsque nous serons en contrôle conjoint. En norme française, le contrôle conjoint va utiliser la méthode de l'intégration proportionnelle, alors qu'en IFRS, le contrôle conjoint va utiliser la méthode de la mise en équivalence. Je mets ici une petite étoile parce que dans certains cas très particuliers, le contrôle conjoint en IFRS peut encore être traité avec la méthode de l'intégration proportionnelle, mais c'est dans des cas relativement très très rares. Donc restons sur les généralités. Donc finalement, 3 méthodes: intégration globale, pas de différence selon le référentiel comptable; mise en équivalence pour l'influence notable, il n'y a pas de souci; et au niveau du contrôle conjoint, soit on a l'intégration proportionnelle, soit on a la mise en équivalence.
Alors, en quoi consiste finalement la consolidation? Quelle que soit la méthode de consolidation retenue, la consolidation consiste à remplacer les titres de participation de la société à consolider, qui, je vous rappelle, sont valorisés toujours au coût historique. Par quoi? Par la quote-part de la société mère dans cette société au jour de la consolidation. En fait, c'est quoi la consolidation? La consolidation va tout simplement réévaluer à la dernière valeur comptable la participation de la société mère dans la société que l'on est en train de consolider. Et en fonction de la méthode de consolidation que nous allons retenir, en fait, nous allons codifier cette quote-part de façon différente. Mais dans tous les cas, l'idée est la même, c'est que finalement, je remonte la dernière valeur comptable de la société que je suis en train de consolider au niveau de la mère. Alors, comment allons-nous coder cette remontée de la dernière valeur comptable de notre filiale? Tout simplement, quand nous allons être en mise en équivalence, nous allons simplement remonter la quote-part de la société mère dans les capitaux propres de la société consolidée. Nous avons simplement valorisé notre société le jour de la consolidation à sa valeur comptable et on va prendre le pourcentage dans cette valeur nette comptable. Que se passe-t-il quand nous serons en intégration proportionnelle? En intégration proportionnelle, nous allons intégrer dans le bilan de la société mère la quote-part de la société mère dans tous les actifs et passifs, excepté les capitaux propres. Nous allons prendre X% des actifs, nous allons prendre X% des passifs, nous intégrons proportionnellement. Enfin, que se passe-t-il lorsque nous serons en intégration globale? Nous allons tout simplement intégrer dans le bilan de la mère 100% des actifs, 100% des passifs, toujours sans prendre en compte les capitaux propres. L'objectif est de fournir en fait une image plus détaillée et plus précise de la situation économique et financière du groupe. Quelle que soit la méthode de consolidation que vous allez retenir, vous allez finalement remplacer la valeur des titres de participation qui sont enregistrés au coût historique par une nouvelle valeur de l'entreprise. Il y a donc à avoir une différence entre la nouvelle valeur et l'ancienne valeur. Cette différence, où allez-vous la porter? En fait, quelle que soit la méthode de conciliation retenue, cette différence est reportée dans les capitaux propres de la société mère, dans les postes réserve consolidée et dans le poste résultat consolidé. Tout simplement, qu'est-ce qui se passe? J'ai acheté une entreprise pour 100. Aujourd'hui, l'entreprise vaut 140. Vous avez bien gagné 40. Le 40, c'est quoi? C'est de l'accroissement de la valeur. Et c'est normal que pour la société mère, cet accroissement de valeur se retrouve où? Dans ses capitaux propres. Elle a bien augmenté la valeur de sa filiale et donc elle augmente bien la valeur de sa propre société. Alors, comment allons-nous faire cette répartition au niveau des capitaux propres? Tout simplement, il y a ce qu'on appelle le fameux tableau de partage des capitaux propres qui permet d'obtenir très rapidement la répartition entre les réserves consolidées et le résultat consolidé. Alors, tout ceci peut paraître un petit peu théorique, mais nous allons maintenant passer à des illustrations et donc je vais vous illustrer les trois méthodes au travers de trois exemples. Comment allons-nous procéder pour consolider en appliquant la méthode de l'intégration globale? Alors, comme dans les autres cas, rappel de la règle, selon le CRC 9902, l'intégration globale consiste à intégrer dans les comptes de l'entreprise consolidante les éléments des comptes des entreprises consolidées après retraitement éventuel. Éliminer les opérations et comptes entre l'entreprise intégrée globalement et les autres entreprises consolidées, répartir les capitaux propres et générer des intérêts minoritaires. Et ensuite, quelque chose que j'ai rajouté, éliminer les titres de participation. Alors ici, le process va aller plus vite. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que nos sociétés parlent la même langue. Donc derrière, il n'y a pas de retraitement d'homogénéisation. Et je vous rappelle que j'ai supposé
qu'il n'y avait aucune opération réciproque entre les sociétés du groupe, car l'objectif ici est de présenter les méthodes de consolidation avant toutes ces difficultés, tous ces retraitements. Donc, voici le bilan de la mère et de la fille. Nous avons toujours la même fille. Voilà. Elle vaut toujours 45. Je détiens toujours 42%. Mais ici, il y a un petit texte dans votre énoncé, où c'est la réalité, c'est que je détiens 42% et je nomme depuis plus de 2 ans la majorité des membres du conseil d'administration, et personne en face de moi a plus que 42%. Dans ce cas-là, nous sommes dans le cas d'une intégration globale. Comme pour les autres méthodes de consolidation, nous allons établir le tableau de partage des capitaux propres. Alors, le tableau de partage des capitaux propres, toujours la même structure, avec parfois une colonne en plus. Et bien ici, nous sommes dans le cas de l'intégration globale et nous avons en fait une colonne en plus. Alors pourquoi une colonne en plus? Tout simplement, dans le cadre de la méthode de l'intégration globale, je vous rappelle que vous allez intégrer toute la filiale. Vous intégrez tous les actifs et vous intégrez tous les passifs, bien sûr, sauf les capitaux propres, comme pour les autres méthodes. Et donc, si vous intégrez tous les actifs, eh bien, il y a une partie d'actifs qui n'est pas à vous. Et bien, cette partie qui n'est pas active, qui n'est pas à vous, il faut bien la matérialiser quelque part. Donc voilà pourquoi la première colonne, ça va être la colonne pour la mère, et la deuxième colonne, ça va être la colonne pour les minoritaires. Alors ici, ça peut être un peu bizarre parce que la mère qui est majoritaire a 42% alors que les minoritaires ont 58%. N'oubliez pas ici, nous sommes sur des pourcentages d'intérêt. On n'est pas sur le contrôle de l'entreprise. La mère contrôle bien l'entreprise, mais au niveau financier, la mère n'a apporté que 42%. J'insiste bien là-dessus. Alors, le tableau de partage, mais ensuite il fonctionne comme pour les autres cas. Nous avons ici capital réserve qui est réparti entre les majoritaires et les minoritaires, entre la mère et les minoritaires. Nous obtenons en fait ici 16,8. À quoi correspond 16,8? Eh bien 16,8, c'est la quote-part, 42%, le pourcentage de la mère, la quote-part de la mère dans la valeur de l'entreprise aujourd'hui avant prise en compte du résultat. Autre façon de dire les choses, 16,8, c'est combien vaut la fille pour la mère aujourd'hui avant de prendre en compte le résultat de l'année en cours. Combien la mère a acheté la fille? La mère a acheté la fille 15. Ça vaut 16,8, elle l'a acheté 15. Combien donc la mère a-t-elle gagné? Elle a gagné 1,8 et ce 1,8 c'est avant la prise en compte du résultat, donc c'est sur les années précédentes. Donc cela va s'appeler réserve consolidée. Et combien la mère a-t-elle gagné cette année? Eh bien la mère, elle a gagné 2,1. 2,1 c'est quoi? 42% x 5, c'est la part, la quote-part de la mère dans le résultat de l'année. Donc voilà en fait pour la première colonne. Et puis de l'autre côté, nous retrouvons les minoritaires. Les minoritaires, ils ont droit à combien d'entreprises? Ils ont le droit à 58%. Et donc ils ont bien cette année droit à 23,2 de la valeur de l'entreprise et ils ont le droit à 3 sur le résultat de l'année. Quelle est la valeur de la filiale pour les minoritaires? En fait, 23,2 plus 3 égale 26,2. Et ce 26,2, vous le retrouvez très facilement. Regardez ici, combien vaut l'entreprise? Elle vaut 45. Combien les minoritaires ont dans l'entreprise? Ils ont 58%. 45 fois 58% égale 26,2.
Donc vous voyez, vous retrouvez bien ici la valeur de l'entreprise pour les minoritaires. Dernière étape, établissement du bilan consolidé. Je vous rappelle, c'est quoi un bilan consolidé avec la méthode de l'intégration globale? C'est remonter 100% des actifs, remonter 100% des passifs sauf les capitaux propres, générer des intérêts minoritaires et bien sûr remonter des réserves et du résultat consolidé. Et donc, qu'allons-nous faire? Nous allons prendre le bilan de la mer. Donc la mer a bien un actif pour 825. De l'autre côté, elle a bien un passif pour 825. Ensuite, nous allons intégrer 100% du bilan de la fille. Donc la belle Mustang 75 arrive ici. Les actifs circulants 5 arrivent là. Nous intégrons 100% de l'actif. Nous intégrons 100% du passif hors capitaux propres, donc finalement, autre façon de dire les choses, les dettes, 100% des dettes. Et puis maintenant, nous allons nous occuper des capitaux propres. Et au niveau des capitaux propres, je cherche la couleur, nous avons gagné sur les années précédentes 1,8. Nous intégrons 1,8 ici. Nous avons gagné cette année 2,1. Le 2,1, vous le retrouvez là. Et comme tout n'est pas à nous, nous devons, j'aime pas ce terme devoir, mais nous devons matérialiser dans les comptes de la mer la part qui n'est pas à nous. C'est la part des minoritaires. Et la part des minoritaires, c'est combien? 26,2. Parce que les minoritaires ont le droit à une part dans le capital, dans les réserves et dans le résultat. Donc ici, nous avons 26,2. Alors, des histoires d'arrondi, ça fait peut-être 26,1. Mais voilà, donc c'est bien équilibré. Alors, voici notre bilan consolidé. Et donc, nous avons bien un bilan équilibré. Regardez, nous avons combien de retraitements à l'actif? 65. Combien de retraitements au passif? 65. Conclusion pour les trois méthodes. Nous avons en fait 3 vidéos pour bien séparer les 3 méthodes. Ici, je vais supposer que vous avez vu les autres vidéos ou que vous me faites confiance pour vous montrer l'image selon les méthodes que vous n'avez pas encore vues ou que vous avez déjà vues. Alors, premier point. Deuxième point, vous avez constaté que à chaque fois, nous détenions 42% de la société et je me suis arrangé pour avoir une fois 42% en mise en équivalence, 42% en intégration proportionnelle et 42% en intégration globale. C'est pas un hasard. Voilà où je voulais en arriver. Regardez ici. Quelles que soient les méthodes, quel est le montant des réserves consolidées? 1,8, 1,8, 1,8. Quelle que soit la méthode, quel est le montant du résultat consolidé? 2,1, 2,1, 2,1. Ça veut dire quoi? Quelle que soit la méthode de consolidation, vous avez bien gagné depuis que vous avez acheté l'entreprise. 1,8 plus 2,1, vous avez gagné 3,9. Ça marche? Et maintenant, qu'est-ce qui change? La façon de coder l'information. Car comme vous n'avez pas le même type de contrôle, vous n'allez pas coder l'information de la même manière. Quand vous êtes en intégration globale, qu'avez-vous fait? Vous êtes accaparé toute la Mustang, 75. Tous les actifs circulants, 5. 75 plus 5 égale 80. Vous êtes accaparé aussi, ce qui est logique, si je prends tous les actifs, je prends toutes les dettes. 35 moins 35. Et comme tout n'est pas à vous, qu'avez-vous fait? Vous matérialisez la part des minoritaires, 26,1. 80 moins 35 moins 26,1 égale 18,9.
Voilà ce qui se passe finalement quand je suis en intégration globale. Qu'est-ce qui se passe quand je suis en mise en équivalence? Quand je suis en mise en équivalence, qu'est-ce que vous avez fait? Vous remplacez la valeur des titres par une nouvelle valeur de l'entreprise. Tiens, combien vaut l'entreprise pour moi aujourd'hui? 18,9. C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, c'est logique. Rappelez-vous, c'est quoi la valeur de l'entreprise? Actif moins dette. Donc, on retrouve notre 18,9. Et qu'est-ce qui se passe quand vous consolidez votre entreprise selon la méthode de l'intégration proportionnelle? Eh bien, vous avez pris, malheureusement, des bouts de Mustang. Je ne sais pas ce qu'on fait franchement avec des bouts de Mustang, mais pas grand-chose. 31,5. Vous avez pris des bouts d'actifs circulants, 2,1. Et, bien sûr, vous avez pris des bouts de dette, moins 14,7. Et cette différence, elle fait quoi à votre avis? Quelle est la réponse? Eh bien la réponse est 18,9. Donc quoi que vous fassiez, quelle que soit la méthode de consolidation que vous allez retenir, vous avez une entreprise qui aujourd'hui vaut 18,9 pour vous. Votre quote-part dans la valeur de l'entreprise est égale à 18,9 et je l'exprime, je la codifie de manière différente. Et vous avez gagné combien? Eh bien, vous avez gagné, je prends mon superbe crayon rouge, vous avez gagné ici 1,8 plus 2,1, vous avez gagné 3,9. Donc, vous voyez, nous sommes bien dans de la codification d'opérations, mais vous imaginez bien aussi que, en fonction du code que vous utilisez, l'image est différente et l'analyse est différente. Passons à l'analyse. Quand je suis en intégration globale, je vois toutes les dettes. Quand je suis en proportionnel, je vois une partie des dettes. Et quand je suis en mise en équivalence, je ne vois aucune dette, zéro dette. Et vous comprenez pourquoi maintenant, parfois, certains dirigeants utilisent ou souhaitent utiliser telle ou telle méthode afin de quoi faire? Manipuler leur compte. Ça a été par exemple le cas du groupe Vivendi, je pense que j'ai déjà dit, dans les années 2000, voire même 2004 exactement, on était en phase de passer aux normes IFRS et le groupe Vivendi, comme par hasard, a choisi d'utiliser la méthode de la mise en équivalence au lieu de la méthode proportionnelle pour consolider une de ses filiales en Pologne. Et pourquoi a-t-il choisi la méthode de la mise en équivalence? Parce que la filiale en Pologne était fortement endettée. En prenant la méthode de la mise en équivalence, vous ne voyez pas les dettes. Je prends la méthode de la proportionnelle, je vois les dettes. Mais rappelez-vous bien, quelle que soit la méthode choisie, l'entreprise, elle vaut toujours 18,9. Et bien, cela a valu une amende au groupe Vivendi. Je pense à l'époque, c'est 1 million d'euros d'amende pour Vivendi, 1 million d'euros d'amende pour Jean-Marie Messier, parce qu'en fait, malversation malversation c'est un grand mot, mais dans la présentation des états financiers.